Le week-end dernier, en tout cas à la date de l'enregistrement de ce podcast, il y avait l'Edison League et le God Grand Prix à Paris. J'ai participé aux deux tournois, donc c'était pour moi un week-end plein de Yu-Gi-Oh! Des tournois de grande taille avec plus de 70 joueurs dans les deux formats. Le samedi, j'arrive en avance et je traîne avec les gens qui s'y trouvent, je discute et l'ambiance elle est plutôt bonne. Il y avait un stand d'une boutique qui était venue, elle vendait des cartes et la nourriture. Au niveau des cartes, il y avait pas mal de frame 1, les cartes japonaises qui étaient sorties avant, euh, la, avant la sortie à l'international où il y a et la défense qui sont en colonne. Et je suis vraiment fan de ces frames 1. Donc il y en avait plusieurs qui étaient proposés dans ce stand et je les regardais, ça faisait plaisir à voir. Voilà, donc le tournoi il commence, moi je joue mon deck habituel. Game 1, je tombe contre un autre joueur parisien, et quand nous nous voyons, nous rigolons un peu parce que on se dit que c'est dommage de nous affronter dans un tournoi national, et enfin d'aller dans un tournoi national et de se retrouver immédiatement à s'affronter. Mais bon, en tout cas, je perds la première partie. Il n'y avait pas grand-chose à noter de cette partie-là. La deuxième partie, j'affronte un Seigneur Lumière, et en début de partie, je commets une très grave erreur. Et ce qui fait qu'il arrive à grinder enfin, il arrive à mm, m'empêcher de lui mettre la pression. Et donc, à cause de cette erreur-là, je m'imagine déjà être sorti du tournoi à 0-2. L'adversaire en face n'arrive pas à toucher ses boss monsters et je finis par stabiliser et gagner la première partie, ce qui me soulage. La deuxième partie, je lui mets la pression et je lui retire tous ses points de vie très rapidement. Je gagne le match et je suis à 1-1. La troisième ronde, je suis contre un deck Frog OTK et ce joueur semblait beaucoup plus novice sur son deck car il avait fait des erreurs telles que laisser le Fishborg Blaster exposé sur le terrain sans faire de combo. Donc j'arrive à lui couper toutes ses options et je finis par le tuer sans trop de difficulté. Puis je, puis je remporte le deuxième match. Round 4, j'affronte un deck Aile Noire, un joueur d'Aile Noire. J'ai durant le match fait un des misplays les plus ridicules possibles. L'adversaire, il avait ouvert game 2 en posant une MP. Moi, je pose Rico au tour 2. Au tour 3, il invoque Sirocco, il spécial Bora, il donne l'attaque à Bora et il tape avec le Rico pour faire des gros dégâts. Rico détruit la back row adverse et il détruit la back row adverse et meule notamment un zombie épidémique. En main phase 2, l'adversaire pose un nouveau piège derrière ses monstres et termine son tour. Je commence le tour 4 et j'ai un cyberdragon en main. Je l'invoque dans le but de faire dragon rose noir avec le zombie épidémique du cimetière et pouvoir raser le terrain en détruisant 3 de ses cartes en échange de 2 des miennes. Euh, Après avoir invoqué le cyberdragon et qui m'a dit qu'il y avait pas de, et que m'a dit que l'invocation passait, et qu'il n'y avait pas bottomless, euh, je me dis que si il avait attaque d'Icar face cachée, bah, il pourrait détruire le cyberdragon et le zombie. Donc je me dis qu'à ce moment-là, il faut plutôt attaquer, et je déclare rentrer en battle phase. Mais juste après avoir rentré en battle phase, avant d'attaquer, je me rappelle que si la déprison, le cyberdragon est détruit et je pourrais pas faire le play, et si il a Kalout, ce serait la même chose. Donc en niveau probabilité, il vaut mieux ne pas attaquer, invoquer le zombie épidémique, et s'il a Icarus, tant pis. Et donc je passe immédiatement en main phase 2 sans attaquer. Et au moment où je fais l'effet du zombie épidémique, le zombie se prend un corbeau DD. Et je passe donc mon tour avec un cyberdragon qui n'a même pas attaqué. C'était assez pathétique. Et c'était le deuxième game. Mais j'arrive à gagner la troisième euh, avec la stratégie habituelle. Je me sens plutôt à l'aise dans le match-up Blackwing. Mais je pense que je sens quand même qu'il y a encore beaucoup de trucs sur lesquels je suis pas sûr de moi. Donc je lui propose qu'on garde contact et qu'on s'entraîne
en dehors des tournois. Round 5, j'affronte un Vaillou. J'ai perdu ce round que j'aurais pu gagner, mais comme j'étais pressé par le temps, je me suis dit que j'allais pas vérifier le side entre game 2 et game 3 et ça a été une grosse erreur. Et je me retrouve à piocher donc dans ma main de départ en tant que go first. J'ai des cartes qui étaient là pour le go second. Et si j'avais eu autre chose à la place, si j'avais bien sidé, je pense que je l'aurais gagné. Donc je suis vraiment déçu de moi de cette défaite. Mais bon, je continue le tournoi même si je m'imagine plus vraiment passer dans le top. Round 6, j'affronte un autre Vaillou et cette fois je possède des pioches très puissantes et l'adversaire ne pouvait franchement pas faire grand chose. Donc je suis toujours à X2 pour le 7e round, donc ça fait 4-2. Round 7 et ultime round. J'affronte un autre joueur de Paris euh, que j'avais vu plus tôt dans le tournoi. Je savais qu'il jouait X-Saber. Et donc nous jouons sur le stream du Baron Synchronique. Et je suis très content de pouvoir jouer sur le stream parce que ça fait une ambiance différente pour la partie et je trouve ça très motivant. En plus, ça me permet de revenir plus tard pour analyser la partie. Euh, donc je suis très content de participer sur le stream. Donc la partie est très intéressante. Le match-up X-Saber, je l'avais travaillé après RBET Vienne, ou en tout cas, je m'étais penché sur la question du deck X-Saber en jouant un peu. Donc j'avais quelques idées sur comment approcher la partie. Et je gagne. J'étais très content des gameplays que j'ai fait, même si j'ai aussi me fait une erreur, notamment dans la deuxième partie. Je pense que je ferai une review de ma game. Donc si vous voulez voir ça, bah, abonnez-vous à la chaîne. Et ça arrivera dans les semaines qui viennent. Je finis donc le tournoi en 12e place à 5-2. Cela fait trop peu pour être qualifié dans le top 8, mais assez pour être dans le top 12. Et donc je gagne quelques boosters supplémentaires et cela me fait plaisir. Et même si je l'ai raté, même si encore une fois, beaucoup de personnes dans ce genre de situation voudraient se plaindre en disant qu'ils ont bubble et avec un mauvais goal average, parce que si j'avais un meilleur goal average, j'aurais passé effectivement top 8. Mais bon, je me dis que la deuxième défaite était parfaitement évitable, donc c'est de ma faute. Et aussi durant la journée, je me rappelle d'un joueur qui m'avait félicité pour les vidéos de la chaîne, et ça m'a fait très plaisir. Et je veux vous remercier du fond du cœur toutes les personnes qui me disent qu'elles apprécient mes vidéos, parce que pour faire les vidéos, bah, ça prend beaucoup de temps. Et même si ma situation me permet d'y passer un peu de temps, c'est quand même des sacrifices à côté, c'est moins de parties, moins d'entraînement, donc en tout cas, ces remerciements me font très plaisir à entendre. Le soir, j'ai dîné avec deux autres joueurs, avec deux autres organisateurs plutôt, et on a notamment discuté de l'avenir de la chaîne. Ça me fait penser que j'ai fait un sondage concernant la vidéo sur le Edison Custom, sur l'illumination en Edison. J'aimerais avoir votre avis si vous pensez, est-ce qu'il faut que le format soit plus adapté à des, des gens qui jouent à Edison et qui connaissent donc les cartes d'Edison, ou bien ce serait intéressant que je fasse ce format plus ouvert pour des gens qui connaissent moins les cartes et, euh, et ça permettra de toucher une plus grande population. Voilà, donc j'ai fait le sondage, aller dans l'onglet communauté pour y répondre. Jour 2, c'est le GGP Paris, donc grand tournoi de GOAT qui qualifie pour leur ligue en ligne. Et moi, je suis pas un joueur de GOAT. Je me suis initialement proposé comme bénévole parce que je pense qu'un moyen pour que les communautés GOAT et Edison grandissent, c'est qu'ils s'entraident. Et par exemple, les joueurs Edison, il peut juger ou aider à l'organisation des tournois de GOAT et inversement. Et comme ça, bah, chaque joueur pourra profiter du tournoi de son format et staffer le format qui l'intéresse moins. Donc j'avais initialement prévu de faire le tournoi Edison le samedi et d'être juste une petite main de l'organisation le jour du tournoi du GOAT.
Mais un mois avant, il y a un des organisateurs qui dit que les bénévoles ne seront demandés que avant et après le tournoi, pour qu'ils soient libres pendant la journée de profiter de l'événement, d'y participer. Et donc je me dis, bon, tant qu'à faire, prenons une place dans le format GOAT. Mais je savais pas trop quoi jouer, parce que je savais que jouer à GOAT avec un deck, on va dire classique, ça m'amènerait pas grand-chose, car je n'ai pas beaucoup d'expérience sur le format, et je souhaite pas passer beaucoup de temps dessus à m'entraîner. Je me dis donc qu'à essayer un deck solitaire du format serait pour moi la meilleure chance de gagner, et surtout ce serait une très bonne expérience pour moi. Parce que essayer un de ces decks solitaires, ça m'apprendrait justement des choses sur ces decks que je n'ai jamais joué en Edison. J'ai jamais joué de Frog OTK, je n'ai pas joué de Gigavise, je n'ai pas joué de Dragon Turbo. Jouer à un de ce style de deck au format GOAT, ça me permettra de comprendre comment se passe Yu-Gi-Oh! De ce point de vue-là. Et donc je choisis la bibliothèque FTK parce que je trouve le concept rigolo. Euh, je savais que je voulais ce deck-là depuis donc un mois avant, au moment de m'inscrire, mais je me prends au dernier moment pour récupérer les cartes. Et quand je recherche dans la collection, il m'en manquait 6. J'ai mon ami B qui a récupéré la moitié de ce qui manquait. Il a vraiment géré pour le coup. Il me les a envoyés, c'est rapidement arrivé. Mais il manquait encore les 3 bibliothèques magiques royales pour avoir le deck complet. Et donc j'ai demandé à tous les contacts de la communauté GOAT que j'avais s'ils pouvaient m'en prêter. Et M et F m'ont prêté les bibliothèques magiques. Et je leur en suis extrêmement reconnaissant parce que je ne savais pas ce que je ferais si j'avais pas le deck complet. Parce que c'était vraiment le seul deck qui me donnait envie. J'avais donc pas envie de jouer à un deck GOAT classique. Et au niveau des autres decks FTK, même s'il y en a, bien qu'il y en ait plusieurs, il me donnait moins envie. Les Final Last Turn, les Empty Jar, ça me donnait moins envie. Et donc, comme dit, j'ai pris le deck pour expérimenter ce que c'était que de jouer à un deck solitaire, qui est quand même un pan de Yu-Gi-Oh! Qui existe. Et même si beaucoup de personnes ne l'aiment pas, et moi inclus, ces decks existent, et dans des formats statiques et rétro comme Goat et Edison, nous devrons vivre avec. Encore si nous étions en moderne, on peut toujours se dire que ils recevront une banlist ou qu'ils se feront power creep quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas. Mais dans notre format, ce n'est pas le cas. Dans les formats statiques, les formats rétro, ce n'est pas le cas. Le tournoi commence donc commence pas comme prévu. Je n'ai pas du tout le combo et comme l'adversaire fait la pression sur mes points de vie, je décide de poser la bibliothèque, pardon, en me disant que si elle se fait détruire, j'ai toujours entièrement prématuré pour la récupérer et lancer le combo au tour suivant. Et le tour suivant, la bibliothèque se prend Seigneur de la Suppression. Et là, je fais Ah! Ah, 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 j'avais pas du tout pris ça en compte. Donc, faut quand même un peu apprendre la méta et savoir ce qui est joué euh, quand on joue ce deck bibliothèque. Donc, je perds le deck, le premier match, et ronde 2, je me retrouve dans les tables du bas. Euh, et l'ambiance y est très, très différente, très rigolote. Il y a beaucoup plus de joueurs. Il y avait pas mal de joueurs casual. Il y avait notamment un joueur de librairie Exodia qui criait dans la salle au moment de gagner avec son deck Exodia. Et cela avait fait rire toute la salle. Il y avait JT Retro Wizard qui était à côté de moi. Il a notamment une chaîne YouTube où il fait de la collection. Il est sur l'ancien Yu-Gi-Oh! Et je vous recommande de suivre, c'est très intéressant. Et durant la partie, lui, il était avec son adversaire à discuter tout du long et il prenait des photos de ses games pour préparer sa vidéo. C'était une ambiance donc complètement différente. Les gens se souciaient moins de toper et cela joue donc différent de ceux qui sont beaucoup entraînés en amont du tournoi et qui visent, euh, qui visent le top, qui sont beaucoup plus sérieux. Je continue le tournoi et je finis par dropper à 3-3. Et je ne pense pas avoir FTK une seule fois du tournoi. J'ai pu OTK plusieurs fois. Et des fois, j'ai aussi tenté des Reversal Quiz en blind en espérant voler la partie. Et je note
Donc ce que je note du deck bibliothèque, c'est qu'il faut bien connaître son combo, savoir l'exécuter sous la pression du chronomètre. Et j'ai notamment perdu la dernière game du tournoi parce que j'avais raté un combo qui aurait été FTK, qui aurait été sans interaction, si je l'avais bien réussi. Mais j'ai fait le reversal quiz bien trop tôt et ça a fait que je me suis complètement raté. Et en plus de cela, il faut une connaissance du reste du format et notamment les menaces de kill de l'adversaire, car il y a beaucoup de parties que j'ai perdues, je me suis fait tuer avec toutes mes cartes en main, avec la possibilité de combo, mais simplement, quand je regardais ma main, bah, je voyais que c'était une main qui était très moyenne, et si je lançais le combo, les chances que cela échoue étaient très grandes, donc je préférais passer mon tour et lancer le combo un tour plus tard, avec une carte en plus. Mais si je me mais dans ces situations-là, bah, je me faisais tuer au tour suivant. Je jaugeais mal la capacité de l'adversaire de me tuer avec, quand j'avais 4000, 5000 points de vie. En dehors de cela, je dois dire un grand chapeau à toute l'organisation du week-end, les staffs qui ont fait tourner le tournoi et les streamers qui ont fait les streams de samedi et dimanche. En particulier pour, le dimanche qui était un setup qui était fantastique. Il y a notamment eu la grande finale qui a été broadcast dans l'amphi, et c'était très sympa de regarder cette partie avec les autres joueurs qui étaient encore présents dans le bâtiment. Alors, je me demande, est-ce que je retenterai une autre fois l'expérience d'un tournoi GOAT avec la librairie FTK? Et honnêtement, c'est pas impossible. J'ai passé une très bonne journée et toutes les parties que j'ai jouées étaient intéressantes. En tout cas, pour moi, c'était très stimulant intellectuellement, même si c'était pas nécessairement agréable pour l'adversaire. En tout cas, c'était très fun pour moi. Et tel que je vois le format GOT actuellement, c'est que j'ai pas envie d'investir du temps pour devenir bon. Donc, avec un des decks standards, on va dire, j'ai pas envie d'apprendre un Chaos Turbo ou un Warrior. Parce que j'ai Edison sur lesquels je veux progresser. J'ai la danse à côté, j'ai cette chaîne YouTube, tout ça me prend du temps. Et en plus de toutes les autres activités sociales. Donc, si donc je jouerai vraiment à GOAT que si une occasion se présente comme moi. Par exemple, peut-être que je voyage pour un tournoi Edison et que le lendemain, il y a un tournoi GOAT et que je n'ai rien d'autre à faire. Alors c'est tout à fait possible que je ressorte le deck librairie et que j'y aille. Le week-end, c'est donc terminé et la prochaine date, si vous avez envie de participer à des tournois rétro, ce sera le 23 mai. Pour les championnats de France de Yu-Gi-Oh! Même si c'est possible que cette vidéo sorte, bah, ce vidéo devrait sortir justement le vendredi juste avant. Donc, si vous entendez cette vidéo et que vous êtes à Reims, bah, vous pouvez toujours venir aux événements publics. Par contre, si vous êtes dans le reste de la France, c'est tant pis. Mais en tout cas, peu importe où que vous soyez en France, il y a la date à retenir, c'est RBET Paris, le 11 et 12 juillet. Plus de la moitié des places sont parties, donc prenez la vôtre dès maintenant. C'est 300 personnes attendues. Des tournois aussi grands en Edison, c'est vraiment rare, donc ne ratez surtout pas l'occasion si vous êtes dispo ce week-end. Les liens seront en commentaire. Je vous rappelle, il y a mon petit sondage aussi, et il y a les liens pour les autres youtubeurs que j'aurais mentionnés dans la vidéo. Et sur ça, j'espère que vous avez pris du bon que c'était intéressant pour vous. Et je vous retrouve une prochaine fois.